Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au sommaire du football avec la Ligue 1 sénégalaise. Génération Foot qui marque le pas. Pikine s'accroche, Dakar Sacré-Cœur, nouveau dauphin. La CAN U17 plutôt, les Lionceaux qui s'envolent ce mercredi pour la Tanzanie. Ils ont reçu la visite de Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. La ligne d'attaque des Lions en forme en ce moment. Maïgnan encore buteur ce week-end, en est l'illustration parfaite. L'attaquant du Stade Rennais est-il l'avant-centre qui manquait tant à l'équipe nationale du Sénégal? On en parle dans ce magazine. Et puis Matarba reconduit à la tête du ministère des Sports, les chantiers qui l'attendent. On en parle également avec nos invités. On n'oublie pas les buzz du web avec un Camerounais du PSG qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. C'était hier. Ce sera avec Mamadou Ndiaye. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à nos invités. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour débattre de tous ces sujets, nos invités qui sont là avec nous. D'abord, Abdoulaye Kam, le président de l'ANPS. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, mon cher Barry. Là, Cheikh Haïdara, qui est également là avec nous, coach de l'UNFPA. Coach, bonsoir. Bonsoir, cher. Et Hubert Mbeng, le dur pub du quotidien Record, qui est là avec nous. Hubert, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, on va démarrer, les amis, avec la Ligue 1 sénégalaise, avec la bonne affaire de la 20e journée réalisée par le Dakar Sacré-Cœur. La Pikine, avec son match nul à Déni Biramdao, maintient ses chances de titre. Le Casa Sport a coulé malgré le but de son goléador Youssouf Badji. Les détails avec Cher Sali Boudiara. C'est le statu quo dans la zone de relégation, mais des changements il y en a encore sur le podium à l'issue de la 20e journée de la Ligue 1. Génération Foot, leader du classement, ne gagne plus. Opposé à domicile à l'AS Pikine, dans le choc de cette journée, l'académie de Déni Biramdao a été contrainte au nul, un but partout. Le 4e match sans victoire des Grenats. Pour les Pikinois, c'est un bon point pris, mais pas une bonne opération au classement. Pikine se retrouve maintenant à la 4e place. Dakar Sacré-Cœur est le nouveau dauphin de Génération Foot après avoir battu sur le score de 3-1 le Casa Sport. Le club de Ziguinchor de ce fait descend du podium. Giraffe prend sa place. Vainqueur de l'US Gorée 1-0, les Verts et Blancs sont sur une série de 3 victoires consécutives. Fin de série par contre pour Niary Tally. Après 11 matchs sans défaite, les Galactiques se sont lourdement inclinés à Louga face au Ndiambour 3-0. Les Lougatois retrouvent le goût du succès après 2 revers. Tout comme les Rufisquois de Teungueth FC, les jaunes et bleus ont enfoncé les Saint-Louisiens de la Linguère qui enregistrent leur 3e défaite de suite sur le score de 2-1. C'est sur ce même score que s'est incliné l'autre relégable, la Sonacos de Diourbel, face à la Douane. Pendant ce temps, le derby mbourois s'est soldé par un nul blanc pour une égalité presque parfaite entre les deux clubs au ventre mou du classement. Au total, 16 buts ont été inscrits au cours de cette 20e journée, soit une moyenne de 2,28 buts par rencontre. De spectacle en cette fin de saison. Voilà, la 20e journée du championnat. Alors, Haïdara, quand même, ce championnat qui est dans sa dernière ligne droite, pour le moment, Génération Foot qui est leader, mais qui n'arrive pas à creuser l'écart. Et derrière aussi, à chaque fois qu'on voit qu'une équipe qui est en train d'émerger ou de menacer cette place de leader, mais après, ça ne suit pas. L'exemple du Casa Sport, par exemple, qui était bien parti, battu sèchement hier par Dakar Sacré-Cœur. Oui, je pense que cela répond au caractère général du championnat, surtout en Ligue 1 cette année. Moi, je me dis que cette année, la Ligue 1 ne présente pas effectivement ce que tout le monde attendait d'elle, comparé par exemple à la Ligue 2, qui actuellement, on a un nombre de buts assez conséquent en Ligue 2. Et puis, bon, là-bas, je pense qu'il y a une très grande concurrence. Il y a le FC Djambar qui est même allé détrôner certains clubs de Ligue 1. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire. Bon, hier, j'étais au stade pour suivre le match de Giraffe et le match de Gorée, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une erreur quand même qui est notoire, surtout sur le plan tactique de certains coachs. Bon, j'ai vu Gorée, par exemple, démarrer avec un 4-3-3.
mais avec l'absence de ses joueurs phares, n'est-ce pas? Maintenant, quand Génération Foot se retrouve comme leader, c'est parce que tout simplement, il y a un déséquilibre. Après avoir fait 4 matchs nuls d'affilée, c'est ça? 4 matchs, c'est-à-dire, bon, en fin de compte, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du championnat, il y a des équipes qui se résistent, qui en tout cas s'organisent davantage pour pouvoir donc se booster vers l'avant et donc concurrencer les leaders. Ce qui veut dire tout simplement, actuellement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aucun club ne peut quand même imposer sa suprématie en fin de compte. Et là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être s'organiser davantage. Parce qu'il y a des clubs qui vont rebondir, comme c'est le cas de Dakar Sacré-Cœur, par exemple. C'est un club qui, en début de championnat, n'était pas trop dans le bain, mais je pense qu'ils sont en train d'effectuer un travail. Justement, Hubert, on connaît votre amour pour le Giraffe de Dakar, un club qui finit souvent très fort, et à l'issue de cette journée, je pense qu'il s'est classé à la 3e place. Ouais. Est-ce que vous les voyez quand même bouleverser, pas la hiérarchie, puisque ce sont les champions en titre, mais menacer sérieusement cette place de leader de Génération Foot? Oui, je pense que le Giraffe est outillé pour disputer les premiers rôles, comme l'année dernière. Je crois qu'ils vont terminer très fort. L'année dernière, c'était le cas, ils avaient mal démarré, mais dans la seconde partie du championnat, ils sont montés en puissance, et c'est dans les dernières journées qu'ils ont détrôné Génération Foot, qui a fini 2e. Donc moi je pense que en l'état actuel en la situation actuelle du championnat, je crois que le Giraffe est la principale menace pour Génération Foot. Donc je vois un effectif assez fourni, avec le retour d'Abdoulaye Ba, qui retrouve ses meilleures sensations. Il y a également le gosse qui a marqué la dernière fois, Soli, qui était en manque de temps de jeu à Pékin et qui est revenu renforcer. Les Giraffe, je crois qu'ils ont un effectif assez large, et je pense que c'est un des favoris. Un des favoris. Abdoulaye, ce championnat quand même, disons-le, et c'est pas incertain. On ne sait pas, même si Génération Foot est leader avec un match en retard aussi, il faut le rappeler, mais quand même on est sûr de rien. Tout le monde est capable de battre tout le monde dans ce championnat en fait. Oui, c'est le paradoxe du championnat sénégalais. Il est tellement paradoxal que depuis la mise en place de la Ligue professionnelle, chaque année, on a un champion différent de l'autre. Pire encore, on a des champions qui retombent même l'année suivante en 2e division. Et chaque année, dans les normes, il y a des championnats, en tout cas hyper structurés. Il y a des clubs qui jouent pour être africains, ou bien européens, si on parle comme les Européens. Il y a d'autres qui jouent pour le maintien. D'autres qui essaient tout simplement de ne pas descendre en 2e division. C'est ça la norme. Or, dans ce pays-là, dans ce championnat national, chaque équipe est capable de devenir champion du Sénégal depuis la mise en place. Les premiers viennent on nous parle tout le temps de l'ACED, mais ça n'arrive en Angleterre que tous les 100 ans. Ça, quand même, les réglementations, quand vous allez en Angleterre, on vous parle de Big 4, de Big 5, souvent de Big 6. Quand vous allez en France, tout le monde sait que le leader, celui qui dirige la troupe, c'est le Paris Saint-Germain. Les autres essaient de colmater les brèches pour terminer 2e ou 3e. On voit que Génération Foot et Giraffe, quand même, arrivent tout le temps à jouer oui, les premières places. C'est tout à fait normal, parce que quand on parle de Génération Foot et on parle de Giraffe, moi j'aurais dû comprendre que ces deux clubs-là puissent disputer à chaque année le titre de champion. Génération Foot aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour être champion du Sénégal sur une longue durée. 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est possible parce qu'ils ont des infrastructures, ce qu'il faut. En revanche, le Giraffe n'a pas ces moyens-là. Et là, il a peut-être les moyens de prendre des joueurs par-ci et par-là. Mais pour pouvoir mettre une équipe assez dynamique, assez solide et tenir pendant 28 journées, ça m'étonnerait. Parce que Génération Foot, quand même, si vous avez des installations, vous avez un pas par rapport aux autres. Le Giraffe aujourd'hui, quel que soit son vécu, étant le club le plus titré au Sénégal et tout, il continue toujours à squatter des stades à louer pour pouvoir jouer. Ça, quand même, c'est un énorme handicap comparé à Génération Foot. Maintenant, la vocation de Génération Foot, on me dira oui, ce n'est pas de jouer l'Afrique. Ça aussi, c'est un autre paradoxe. Parce que Génération Foot, tout comme Djambar, leur vocation ne devrait pas, en principe, aller chercher une place africaine. C'est des clubs qui forment. Leur vocation première, c'est d'abord la formation. Maintenant, compte tenu de ce vide qui est là, ils sont capables de régner. En tout cas, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce club-là puisse régner sur le championnat national pendant
3, 4 ans, 5 ans. Et ce serait aussi une très bonne chose parce que Oumar Seck, quoi qu'on puisse dire, pour parler de la Jeanne d'Arc de Dakar, pour pouvoir réussir ce qu'il a réussi, effectivement, c'est parce qu'il avait mis une mémise sur le championnat national. Pendant 4 années, à chaque fois, la Jeanne d'Arc de Dakar était champion du Sénégal. Et à chaque fois, la Jeanne d'Arc de Dakar retournait en Afrique, la première fois pour apprendre, la deuxième fois pour aller en quart de finale, la troisième fois pour atteindre les demi-finales. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on peut espérer monter sur le toit de l'Afrique. Il y a un renouvellement de l'effectif chaque année. Bon, sauf que quand même, à côté, il faut un bon travail, je sais pas, un bon groupe de scouting, comme disent les basketteurs. Sinon, les résultats vont certainement faire défaut. Du côté de Dakar Sacré-Cœur, Malal, le président, lui, il est ambitieux. Il pense que son équipe peut finir en tête du classement. Oui, du côté de Dakar Sacré-Cœur, on réfléchit comme des gens qui sont membres du comité olympique. On vise toujours la marche la plus haute. On va aller toujours plus haut, frapper toujours plus fort. Pourquoi pas, on est deuxième, pourquoi pas occuper la première place et y rester. Tel est le point de vue du président Mathieu Chupin qui a accordé une interview à Mamoudou Ndiaye. Cette année, on a fait une très belle première partie de saison. On est moins bien actuellement, effectivement. Il faut se ressaisir. On est en train de prendre les dispositions par rapport à cela. Et je l'espère que ça ira mieux, mais pas de pression actuellement sur l'équipe. Il est évident de toute façon qu'un club comme le nôtre, avec les installations que nous avons, les ressources humaines mobilisées, etc., un club comme le nôtre se doit d'être ambitieux. C'est ce que je répète à mes joueurs régulièrement. On se doit d'être ambitieux et de viser le haut. Donc c'est pour ça que je ne suis pas satisfait actuellement des résultats, des derniers résultats. Et donc j'espère vraiment qu'on va trouver les moyens, que les joueurs vont trouver les moyens de changer tout cela. Voilà, cette interview, quand même, c'était avant que Dakar Sacré-Cœur n'accède à cette deuxième place du classement. Justement, les résultats de la 20e journée, Bourg-Petite-Côte, Stade de Bourg, 0 but partout, Dakar Sacré-Cœur, Casa Sport, victoire de Dakar Sacré-Cœur 3-1, Giraffe qui bat l'US Gorée 1-0, Génération Foot, AS Pikine, match nul, 1 but partout, Ndiambour, NGB, victoire des Logatois 3-0, Douane, Sonacos, victoire des Gablous 2-1 et Tenguet FC qui renoue avec la victoire en s'imposant 2-1 face à la Ligueur de Saint-Louis. Ce qui donne au classement Génération Foot leader avec 35 points plus 11, deuxième Dakar Sacré-Cœur 31 points plus 5, troisième Giraffe 30 points plus 8, en bas de tableau les deux relégables, 13e Linguère 13e avec 16 points moins 12, 14e Sonacos 13 points moins 13. Malal en Ligue 2 également, on est pratiquement dans la dernière ligne droite. Avec cette 20e journée qui a pris fin aujourd'hui, comme résultat enregistré, Guédiawaye Football Club contre Amitié, il n'y a pas eu de but, 0 partout. Port qui bat Yogo 1-0. Match nul entre Duc et Etix 1 partout. Djambar qui domine Kermadior 2-0. J-Fatigue qui bat l'équipe de l'Union Sportive de Wakam 3-1. Diamono Fatigue qui a pris le meilleur sur Africa Promo 1-0. Le SNEPS a fait match nul face à la Renaissance 0 partout. Au classement, Djambar est leader avec 42 points, suivi du SNEPS de Thiès. J-Fatigue est à la 3e place du classement. En bas de tableau, Yogo et Etix ferment la marche. Voilà, cher quand même, on voit Djambar qui fait un très bon parcours en Ligue 2. Quand même, le chemin est presque balisé pour les académiciens pour un retour parmi l'élite. Effectivement, je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Peut-être le fait qu'ils étaient revenus en Ligue 2, c'est peut-être lié à quelques défaillances, n'est-ce pas, au niveau du centre lui-même. Mais actuellement, il n'est plus question que ces centres-là quand même puissent échouer, que ce soit en Ligue 1 ou bien en Ligue 2. Parce que quand même, bon, en termes d'infrastructure, tout est OK. En termes de recrutement, tout est sur place. Et puis, c'est des jeunes qui sont internés. Comparé maintenant aux autres clubs qui n'ont pas cette occasion de pouvoir interner leurs jeunes, je pense qu'ils n'ont plus, donc, en tout cas, ils ne doivent plus se retrouver dans des situations de délicatesse. Et surtout, donc, quand on voit l'effectif dans l'équipe U20 du Sénégal, quand même, il y a, il y a beaucoup de jeunes issus de Djambar qui nous viennent
de Djambar est comparé à Génération Foot, je pense que ce n'est pas un centre qui automatiquement vise donc le fait de faire en tout cas ressortir ses joueurs vers l'étranger. Donc à partir de ce moment, ce qu'il doit faire, c'est se reconcentrer sur véritablement un travail interne qui va se faire au niveau du centre et ce qui va leur permettre véritablement de revenir en Ligue 1. Je pense que Djambar fait partie des meilleurs clubs au Sénégal et il est temps qu'ils reviennent en Ligue 1. D'autant plus que cette année même, on a vu qu'ils sont partis détrôner certains clubs en Ligue 1, que ce soit donc Génération Foot, que ce soit Casa Sport. Donc c'est un travail colossal qui est en train d'être effectué et je pense qu'ils vont revenir quand même en Ligue 1. Le retour de Djambar. Malal, nous restons avec vous. Les U17 qui préparent la Coupe d'Afrique, la CAN cadette qui va se dérouler en Tanzanie. Et le président Senghor était chez les gamins, histoire de les encourager. C'était à Toubab Dialao, lieu donc retenu par la fédération pour le regroupement des équipes nationales U17 en partance pour la Coupe d'Afrique de la petite catégorie en Tanzanie. Les joueurs de Malick Daf ont reçu le président de la fédération et sa délégation. Nous allons écouter Maître Augustin Senghor qui, après cette entretenue avec les gamins, s'est confié au reporter de la télévision Futur Média. Mis à profit notre déplacement d'aujourd'hui pour rencontrer notre équipe nationale cadette, donc les U17, qui vont dans quelques jours, notamment mercredi plus particulièrement, quitter Dakar pour aller se rendre donc à Dar es Salaam en Tanzanie pour jouer pour la deuxième fois de notre histoire la CAN de la catégorie, la CAN U17. Et cette équipe avait besoin que nous leur parlions en tant que représentants du monde du football, mais aussi représentants de l'ensemble du public sénégalais, pour les féliciter pour le parcours qu'ils ont déjà réussi jusque-là. Jusqu'à tous les tournois auxquels ils ont participé, ils ont été très brillants, ils ont fait d'excellents résultats. Leurs statistiques sont vraiment très encourageantes et surtout leur faire comprendre les enjeux. Puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance pratiquement de qualifier 75% de nos équipes aux différents tournois continentaux, aux différentes CAN. Il faut qu'on passe à une autre étape supplémentaire, c'est-à-dire aller participer à ces compétitions pour faire de bons résultats. Le bon résultat, le premier, ce sera bien entendu d'être dans le carré d'as et une fois qu'on sera en demi-finale, viser plus haut, c'est-à-dire aller en finale et si l'occasion se présente, gagner ce premier trophée qui nous tend les bras. Voilà, les cadets du Sénégal en partance pour la CAN en Tanzanie. Hubert, on ne va pas faire la fine bouche. Cette équipe, quand même, depuis qu'elle a été mise en place, elle impressionne. Quand même, on est en droit d'attendre à ce qu'elle aille au bout dans cette compétition. Oui, ce ne sera que la deuxième participation du Sénégal à cette compétition. Donc la première c'était en 2011. Mais malgré tout, le Sénégal va se déplacer en tant que favori. Donc pour avoir au moins gagné le tournoi qualificatif de notre zone, l'IFOA A. Donc les gosses ont survolé cette compétition où il y avait de très bonnes équipes comme la Guinée, comme le Mali, donc qui a gagné plusieurs fois cette CAN. Et ensuite ils sont allés gagner à Marrakech un tournoi international organisé par le Maroc. Je pense que c'est une équipe... Et en Turquie aussi, oui. Et en Turquie aussi, oui. Donc ce championnat n'est pas allé jusqu'à une phase finale, ça s'est arrêté à une phase de poule, mais ils ont terminé premier de leur poule. Je crois qu'ils sont outillés, je crois que c'est une équipe vraiment qui a séduit le public ici à Rufisque. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils font du bon football. Il y a des gosses très outillés. Je pense que on peut espérer qu'ils nous ramènent la coupe. Justement, on peut espérer que Malick Daf soit le premier entraîneur sénégalais couronné en Afrique. C'est une possibilité. Oui, tout reste possible, hein, comme il l'a dit tout à l'heure, mais je crois que certaines choses aussi ne se décrètent pas comme ça. On a quand même vu une excellente équipe sénégalaise. Je crois, tu as parfaitement raison de dire qu'il ne faudrait pas faire la fine bouche. Non seulement nous avons survolé ce tournoi de l'IFOA là, en termes de meilleure réalisation, meilleure défense, meilleure attaque, meilleurs joueurs. Donc c'était des jeunes aussi qui étaient très bien encadrés. Il y a quelque chose quand même de positif qui est en train d'être fait au niveau des petites catégories. Ça c'est indéniable. Maintenant la compétition n'a rien à voir avec un certain tournoi, une phase finale de Coupe d'Afrique. C'est au mental qu'il faut gagner. Moi, je prends un exemple seulement, ce trophée qui nous a échappé face au Mali, le match d'ouverture Sénégal-Mali.
tout le monde l'a vu. Mais à la finale, les Maliens sont revenus avec d'autres arguments, en imposant un défi physique, en imposant un mental beaucoup plus puissant que celui des Sénégalais. Et en fin de compte, ils nous ont amenés dans cette fatidique tir au but dans lequel le Sénégal n'arrive toujours pas à exceller. Et finalement, on retiendra toujours qu'on a été encore finaliste. Ça, à un certain moment donné quand même, il y a trop de symphonies inachevées à mon avis. Il va falloir arrêter l'hémorragie pour que cette équipe-là indique la voie effectivement en perspective de ce qui va se passer au mois de juin et juillet pour le Sénégal. Aïda, il faut qu'on brise cette malédiction et c'est bien possible, cette équipe en a les moyens. Oui, bon, mais je pense que pour la malédiction, pour la briser, il faudra revoir le discours qu'il faudra tenir aux gosses. Bon, le discours il est important. Je pense qu'il faut on peut faire confiance à Malick Daaf. Oui, d'autant plus qu'il a eu à effectuer plusieurs campagnes. On peut lui faire confiance, mais tout reste quand même donc, dans la compétition et qu'on sait qu'en Afrique, ce n'est pas facile du tout. C'est des jeunes qui sont âgés de moins de 17 ans. Donc il y a un discours quand même donc, tourné vers le patriotisme qu'il faudra donc, les tenir afin de les permettre quand même d'être excellents lors de cette compétition. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. On sait qu'en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Mais quand même, on a confiance à Malick Daaf. On a confiance aussi à l'ensemble des gosses qui ont été sélectionnés pour ce tour, en tout cas cette compétition. Voilà, on va bien suivre ces gosses et tout en espérant que ce sera le premier trophée continental du Sénégal avant la grande Coupe d'Afrique en Égypte. Et justement, pour la gagner, le Sénégal aura besoin d'une très bonne ligne d'attaque. Et pour le moment, c'est le cas. L'attaque des Lions qui a carburé ce week-end en Europe avec le triplé de Mbaye Diagne en Turquie. Moussa Konaté, auteur d'un doublé en France. Et Mbaye Niang, toujours en mode serial killer. Là-dessus, je propose de suivre cet élément signé Mamadou Ndiaye. L'international sénégalais Damdoy a marqué son 5e but en Super Ligue 1. Le championnat d'élite danois, le Lyon a permis au FC Copenhague, première du championnat, de dominer 3-0 Odense sur sa propre pelouse. En Turquie, la marche sur l'eau en Super League continue pour Mbaye Diagne. Le Sénégalais a inscrit son 26e but, soit le double de Papis Demba Cissé, son poursuivant au classement des buteurs cette saison. Mbaye Diagne est proche de battre le record d'un buteur sénégalais sur une saison en Europe. Après Mbaye Diagne qui a signé un triplé en Turquie, Moussa Konaté a fait parler de lui encore une fois grâce à son doublé. Le Lyon a permis à Amiens de décrocher le match nul face à Saint-Étienne, 2 buts partout. Moussa Konaté a marqué son 7e but de la saison en Ligue 1. Le Stade Rennais est allé accrocher le match nul 3-3 face à Angers. Buteur à la 59e minute, Mbaye Niang a délivré sa 5e passe décisive à Hatem Ben Arfa avant qu'il ne marque son 10e but de la saison. Enfin, en Ligue des champions africaine, unique Sénégalais en lice dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Afrique. Khadim Ndiaye était sur la pelouse du stade du 28 septembre ce week-end lors du quart de finale, allé soldé par un match nul, 0 but partout, entre Orea FC et Wydad de Casablanca. Merci à vous Mamadou Ndiaye, vous l'avez vu, les attaquants sénégalais qui marquent et surtout Mbaye Niang en plein bourre. En ce moment, l'attaquant du Stade Rennais semble retrouver la stabilité qu'il cherchait en Bretagne. Alors la question que l'on se pose, les amis, le Sénégal a-t-il enfin trouvé l'attaquant de pointe qu'il cherchait? Alors, Ablaye, pensez que le Sénégal a trouvé son avant-centre en la personne de Mbaye Niang? Moi, je trouve que c'est une excellente question que vous posez, d'autant plus que, en tout cas, vers cette échéance-là, le Sénégal a terminé champion des éliminatoires pour la 2e phase finale d'affilée. On avait réussi un grand chelem en 2017. Là, on a connu qu'un seul match nul. Mais en termes de ratio, nous avons la meilleure défense, nous avons la meilleure attaque. Nous avons le plus gros nombre de points, mais ce qui manque à cette équipe nationale du Sénégal, c'est un serial killer, comme tu l'as dit tout à l'heure. En 2017, je crois que c'était Sadio Mané qui était le meilleur buteur avec 3 buts. Cette année, en 2019, c'est Mbaye Niang avec encore le même nombre de buts. Ce qui manque véritablement à Aliou Cissé, effectivement, c'est un 9 nominal. C'est ça qui lui manque. Aujourd'hui, on a l'embarras de choix au niveau des gardiens. La défense, plus ou moins, en tout cas, dans tous les secteurs, on n'a plus beaucoup de soucis. Au niveau des milieux de terrain, tout baigne. Sur les flancs, là aussi, on a véritablement des arguments. Ce qui nous manque véritablement, c'est un 9. Est-ce que Mbaye Niang règle la situation? Pour ce qui concerne les matchs qu'il a effectués avec l'équipe nationale, je dis tout de suite non.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas être ce Mbaye Niang que l'on retrouve à Galatasaray? Oui. Là, peut-être que c'est l'entraîneur. À Rennes. Ah, excuse-moi. Excusez-moi. Non, plutôt Mbaye Mbaye Diagne. Je parlais de Mbaye Diagne. Mais pour ce qui concerne Mbaye Niang, moi je crois quand même que s'il y a quelqu'un en binational qui s'est très bien acclimaté avec l'équipe nationale du Sénégal, c'est ce joueur-là. Tout le mal qu'on pensait de lui, il est évolué, il est bien introduit dans le truc. Mais pour ce qui concerne Mbaye Diagne, c'est Mbaye Diagne que je voulais dire, je ne voulais pas parler de Mbaye Niang au niveau de 9 nominal. À ce niveau-là, je crois quand même que c'est l'entraîneur qui devrait véritablement jouer le rôle qu'on attend de lui. On se rappelle quand même que Mbaye Niang quand même a fait une très bonne Coupe du Monde. Non, Mbaye Niang, il était bien. C'est ma langue qui m'a poussé. Je voulais parler de Mbaye Diagne, pas Mbaye Niang. Mais quand même, on parle de poste d'avant-centre. On sait tous que Mbaye, il est polyvalent en équipe nationale. Il a joué plusieurs matchs sur les côtés. Et là, Aliou l'a recentré à la Coupe du Monde. Il a joué proche de l'attaque et lors de la dernière prestation des Lions à Thiès, on l'a vu en véritable poste d'avant-centre. Et vous pensez qu'il a vraiment retrouvé, je sais pas, il a retrouvé le poste qu'il lui faut vraiment au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Est-ce que ça lui va comme un gant? Oui, je pense que le coach a bien fait de le tester dans ce registre. Parce que il a marqué à 2 reprises. À 2 reprises. À la Coupe du Monde, le coach avait l'habitude de jouer avec un 4-4-2. Et qui part de 4-4-2, certainement on aura 2 attaquants qui viendront prendre la balle. Mais avec un 4-3-3, avec une attaque haute, Mbaye était obligé de rester pour fixer la défense adverse. Avec son gabarit peut-être et des milieux quand même qui étaient capables de lui transmettre le ballon. C'est là où le problème se situe souvent. Parce que quand il est en position d'attaque haute, il faut qu'il y ait un milieu de terrain qui est capable de manier la balle et de le retrouver en haut. C'est ça le problème. Maintenant, dans ce registre, s'il y a une personne capable de le faire, il sera à l'aise. Mais s'il n'y a pas une personne capable de le faire, il sera obligé de revenir, récupérer la balle et percuter. D'ailleurs, c'est un joueur qui aime. Est-ce que c'est pas quelque part un plus pour lui? Parce qu'il fait partie de ces attaquants quand même qui ont du ballon. Techniquement, il n'est pas mal. Je pense que tout dépend. Tout dépend aussi de l'adversaire et du système tactique qu'on voudra mettre en place. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il n'est pas trop évident. Il faut aussi comprendre qu'on avait des équipes assez faibles. Il est bon, on ne peut pas le nier, mais on avait quand même une équipe qui n'était pas trop forte, comme on peut le dire ainsi. Maintenant, Mbaye Diagne, il est bon, il n'a pas été trop bon lors des matchs précédents, mais je pense que c'est un attaquant quand même qu'on peut respecter, d'autant plus qu'il brille en équipe nationale, Mbaye Niang a une longueur d'avance. Oui, Mbaye Niang, quand même, ça on ne le dit pas, mais de toute façon, il faut quand même donner encore une marge de tolérance à Mbaye Diagne, en attendant de voir ce qu'il va nous présenter, si toutefois qu'il nous rejoigne à la CAN. Parce que je pense que c'est un attaquant aguerri, qui parvient à détrôner des défenseurs en Europe, donc il peut le faire en Afrique, pourquoi pas. Mais Hubert, cet attaquant de pointe quand même, il a besoin de confiance, il a besoin d'être adoubé par l'entraîneur pour vraiment, je sais pas, donner le maximum. Est-ce que c'est pas ce qu'il attend de la part de l'entraîneur? Ouais, moi je pense que c'est ça en fait. Aujourd'hui, en regardant Mbaye Niang, on se rend compte que c'est un joueur actuellement qui est en confiance. Je crois que ses performances, aussi bien en équipe nationale qu'en club, le montrent. Il a atteint, je crois, dernièrement 7 buts. C'est son meilleur total en championnat. Donc, il n'a jamais marqué les années précédentes autant de buts. Donc, à le voir jouer, on sent que c'est un joueur actuellement qui a confiance en lui-même. Et je pense que s'il continue sur cette lancée-là, s'il garde cette confiance jusqu'à la CAN, je pense que si le staff lui fait confiance. On a eu ce problème lors de la CAN, lors de la dernière Coupe d'Afrique. En match, on ne savait pas si c'était Biram ou Moussa Sow qui devait démarrer. Jusqu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, c'était soit lui, soit Biram. Donc personne, ni l'un ni l'autre, ne savait qui est le titulaire. Je pense qu'un avant-centre, quand même, c'est un poste crucial où on a besoin d'avoir un leader, quelqu'un qui est assuré de démarrer. Je crois qu'en l'état actuel, Mbaye Niang a une longueur d'avance sur les 2 autres que sont Konaté et Mbaye Diagne. Alors Malal, Mbaye, lui, on sait que quand même il a été quand même dispersé dans sa carrière, mais là il est en train de retrouver ses esprits. Est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur vraiment mature, que maintenant il a l'âge de la maturité, que les enfantillages,
comme on le dit, les escapades, tout ce qu'il faisait là, maintenant c'est du passé, que le joueur est vraiment centré sur sa carrière. Vous savez, il y a ceci de bénéfique en équipe nationale. Vous comprenez la responsabilité qui est la vôtre et l'attente de tout un peuple par rapport à ce que vous faites sur un terrain de foot. Jouer en club, c'est bien, vous avez les saucisses et tout, mais le fait de venir en équipe nationale, de voir les gens courir derrière le bus à l'entraînement. Vous allez à Thiès, pour une séance d'entraînement, les stades étaient pleins. Les gens sont venus vous applaudir, les gens sont venus vous accompagner pour jouer un match qui comptait pour du beurre. Ça fait réfléchir un joueur. Pas que du beurre. Ah, oui, ça fait réfléchir un joueur. Ensuite, vous avez la chance, en venant en équipe nationale, d'aller jouer une Coupe du Monde. Vous brillez, vous montrez votre talent, après vous allez à Rennes, où vous avez une stabilité et vous avez la confiance de votre entraîneur en club et en sélection. Je pense qu'il a tout ce dont il a toujours eu besoin pour devenir un homme stable, un attaquant qui ne réfléchit, qui ne pense, qui ne voit que le fond des filets pour mettre le but. Et le Sénégal a besoin de lui, le Sénégal a besoin d'exploiter son talent, maintenant c'est aux entraîneurs de le mettre à ce poste-là. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe nationale doit avoir une colonne vertébrale bien définie. Et justement, en parlant de l'importance de l'entraîneur, parce que quand même, on a vu que son début de saison à Rennes était un peu compliqué, mais avec l'arrivée de Julien Stéphan, on a vu que c'est carrément devenu un autre joueur. Donc, ce qui veut dire que le rôle de l'entraîneur dans la performance d'un joueur est primordial. Oui, et surtout concernant la confiance. C'est-à-dire que quand le joueur ne sent pas la confiance de son coach, ça peut être dommageable. Surtout, il y a des joueurs, la plupart, l'écrasante majorité, marchent au moral, à la confiance. Donc ils ont besoin à l'affectif. Ils ont besoin d'être couvés, de sentir la confiance du staff, des coéquipiers et également du public. Et je pense que Mbaye est de cette veine-là. Donc c'est un joueur aujourd'hui vraiment qui sent, on sent un joueur épanoui. Donc la dernière fois à Thiès, il a été chaudement applaudi à sa sortie. Donc c'est quelqu'un, bon, tout ça participe à l'améliorer. Je pense que s'il garde cette confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la CAN, il peut nous valoir une grande satisfaction. En plus, psychologiquement, il a l'air d'être solide, parce que ses débuts au Sénégal, sa première sélection, on a entendu les critiques, mais pourtant, lors de son premier rendez-vous, il avait assuré. Moi, je crois que, comme l'a dit tout à l'heure Ibé, très franchement, je suis très content pour lui. Parce qu'encore, on retourne toujours cette sempiternelle question. Moi, je reste sur ma ligne de conduite. J'avais à l'époque écrit un papier, effectivement, dans ce débat-là. Il ne faut pas brûler Mbaye Niang, parce que je suis convaincu qu'à chaque fois qu'un joueur noir, un joueur de couleur ou bien à la possibilité, en tout cas il y a des exceptions, à la possibilité de choisir l'équipe nationale de France, il ne va pas hésiter deux fois. Ça quand même c'est un très faux débat. Aujourd'hui, tous les gens qui l'avaient peut-être brûlé se sont rendus compte que bon, voilà le joueur qui est là. À l'âge de 19 ans, on ne peut pas faire quand même une petite distinction ou bien on réfléchit, on est obligé de réfléchir. D'autant plus qu'encore la Fédération sénégalaise de football était fautive parce qu'il s'est déplacé lui-même dans une rencontre au Maghreb, je ne sais plus si au Maroc ou en Tunisie. Et ils se sont plantés sur cette histoire de documents administratifs de son passeport où il avait pris une autre photo d'un autre joueur, Bandia, ou en tout cas Victor Bandia, je crois, c'était ça. Donc aujourd'hui, il est revenu avec l'équipe nationale, il nous a valu autant de satisfaction. Il va falloir qu'on continue dans cette dynamique-là, aussi bien la fédération que le coach, mais aussi les journalistes, parce que ça aussi, ça les aide davantage à gagner davantage de confiance. Ils ont besoin de très bons papiers qui soient écrits sur ces joueurs-là pour les pousser. C'est la même chose que Sadio Mané, je le vois de plus en plus. Moi, on peut être fier de voir ces genres de joueurs-là. En tout cas, sur ce plan-là, moi, je refuse de faire la fine bouche. Quand il y a un joueur sénégalais qui marche comme ça, quand il y a des joueurs comme Sadio Mané, comme lui, Mbaye Niang, comme Mbaye Diagne, il est de notre ressort, effectivement, de les encenser pour qu'ils puissent tout simplement pousser davantage notre équipe nationale. En tout cas, malheureusement pour lui, je pense qu'il ne jouera pas la finale de la Coupe de France, de même que Ismaël Assar. Je pense que... je pense c'est demain, ils doivent jouer. Ils sont en sursis. Mais est-ce qu'ils ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire ils ont un carton, ils ont un carton, je crois qu'ils ont déjà 2 cartons, et ils sont s'ils en prennent un autre,
Demain contre Nîmes. C'est comme ça, oui. Voilà. Demain contre Nîmes. Ils vont être suspendus. Ils ne doivent pas prendre ce carton sur risque d'être la finale. Voilà, je pense que quand même... Maintenant, c'est pas... Le coach va les Rennes ne joue plus grand chose en championnat. Je pense que vaut mieux. Et surtout, ce duo quand même peut être bénéfique en équipe nationale. Avoir l'ailier droit de l'équipe nationale, l'avant-centre qui jouent ensemble en club. Les avoir. Oui, je pense que bon, tout dépend, hein, parce que bon, Ismaël Sarr, ces derniers temps, peut-être il ne rend pas la copie qu'on attendait de lui. Oui, mais c'est le titulaire. Oui, bon, titulaire en club, c'est que les réalités. En équipe nationale, je dis, c'est en équipe nationale. Oui, en équipe nationale, bon. Le trio d'attaque, c'est lui, Mbaïnian et. Oui, dans les éliminatoires, mais on attend de voir ce qu'on aura à la CAN. De toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on attende d'abord de voir nos adversaires, nos potentiels adversaires qu'on aura, et les systèmes à travers lesquels on pourra quand même utiliser chacun de ces joueurs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en attaque, on a d'autres joueurs aguerris comme Keita Baldé, peut-être qu'il n'a pas carrément la confiance du coach, mais qui reste un grand joueur. N'est-ce pas? Il y a Moussa Konaté aussi qui est dans la ligne d'attaque. Donc parmi tous ces attaquants, je pense que tout le monde est potentiellement prêt pour nous apporter quelque chose. Mais tout dépendra aussi du système et de l'équipe adverse. Parce que l'année dernière, à la CAN 2017, on l'a vécu contre le Cameroun. Mais on avait de bons attaquants, à l'instar de Diafra Sakho, de Sadio Mané. Mais il y a une seule équation qui nous a valu véritablement des difficultés du début à la fin du match. À partir de ce moment, comme il l'a dit tantôt, le coach doit jouer ce rôle-là. Le rôle véritablement de nous sortir d'une situation de délicatesse. Parce que le coach, c'est ça son rôle en fait. Et pour faire ça, je pense qu'il va falloir qu'il essaie de comprendre son groupe, qu'il maîtrise le groupe, mais qu'il essaie au moins d'imposer donc une équipe très huilée. Ça nous manque véritablement. Et ça, il faut déjà, mais quand même pour avoir cette équipe huilée, il faut déjà des titulaires. Oui, mais c'est une analyse très pertinente. Aussi bien, ça dépend de l'adversaire et le système, il l'a dit. C'est vrai, souvent vous passez à 4-3-3, souvent à 4-4-2, ça dépend. Souvent même, mais laisser un seul attaquant et mettre 5 milieux de terrain. Tout ça, ça dépend tout simplement de l'adversaire. Parce que quand même, ce qui s'est passé au Cameroun, les choses sont très claires, hein, tout le monde était là-bas. L'entraîneur, comme tout le monde, sait effectivement que... Quand on a des prétentions, quand on vise un titre, il faut peut-être... Bon, il faut pas nécessairement tenir compte de l'adversaire, mais il faut songer à imposer son jeu. Je pense que nous n'allons pas modifier notre groupe parce que nous rencontrons le Cameroun. Je ne pense pas que ça soit ça. Je crois qu'il faut qu'on ait une équipe type, qu'on sache que ça, c'est notre équipe, qui viennent s'imposer, qui viennent gagner, qui viennent dicter sa loi. C'est ça, moi, en fait, nous partons de ce principe-là, mais quand c'est compliqué, à un certain moment donné, vous modifiez. C'est ça qu'il essaie de dire. Il faut rendre flexible. Donc le 11 de départ. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, que le coach soit en mesure de modifier très rapidement et que cette modification ne soit pas un inconvénient pour l'équipe en général. Et pour ça, il faut quand même avoir un 11 de départ très bien solide et qui a quand même cette... C'est du ressort du c'est du coaching. Mais ça, quand même, on est tous tombés d'accord que ça nous manque. Parce qu'une équipe pour gagner, on a vu la France en Coupe du Monde. Mais c'est une équipe qui était stable du début à la fin, avec un jeu très vertical, et tout le monde savait ce que pouvait faire son prochain. Ça, quand même, le football moderne en général, le football de haut niveau demande efficace. Voilà, il faut être efficace. Gagner, il n'y a pas de souci. En tout cas, on verra bien un célèbre, c'est pas un des formateurs d'Ismaël Sarr qui me dit que de la finale de la Coupe du Sénégal au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. On se rappelle qu'il s'est révélé, Ismaël Sarr, au public sénégalais, ici en finale de la Coupe du Sénégal, c'était face au Casa Sport. Voilà. Donc bonne chance au Stade Rennais face au Paris Saint-Germain, revanchard après son élimination en Ligue des Champions. Malas Jordiane, nous parlons de tout à fait autre chose avec le ministre des Sports qui a été reconduit. Matar qui échappe donc pour ce remaniement qui reste à son poste. Oui, parce qu'il y a 20 ministres qui ont été guillotinés. Lui, il reste. Après 5 ans passé à la tête de son département, il a l'opportunité de finir le travail entamé et également d'entreprendre de nouvelles choses pour le développement du sport sénégalais en général. Suivons donc le reportage de Bijou Ndiaye sur les attentes du mouvement sportif par rapport à cette nomination de Matar Ba. Matar Ba va continuer de diriger le ministère des Sports.
un lieutenant du président Macky Sall. Matar Ba occupe ce poste depuis 2014 en remplaçant Mbagnick Ndiaye. 5 ans après, le ministre des Sports va continuer le travail de rapprocher les différentes disciplines sportives et fédérations. Matar Ba a eu sa première satisfaction en 2015 avec les Lions du basket qui remportaient l'Afro-Basket à Yaoundé. Côté infrastructure, c'est sous son magistère que l'arène nationale a été construite ainsi que Dakar Arena. Beaucoup de chantiers attendent le ministre Matar Ba. La réfection du stade Léopold Sédar Senghor avec sa pelouse qui fait polémique et la reconstruction du stade Demba Diop fermé après les incidents de juillet 2017 en Coupe de la Ligue. Voilà, Matar Ba donc reconduit à la tête du département des sports. Hubert, cette reconduction de Matar Ba, est-ce qu'on peut parler d'évidence? Son bilan a plaidé pour lui? Oui, absolument. Moi, je pense, et je crois que c'est le sentiment général. Donc les gens s'attendaient un peu à cette reconduction. Il n'y avait pas de grands soucis concernant Matar Ba. Je crois que le bilan plaide largement en sa faveur. Autant du point de vue des résultats, je crois que les sélections nationales ont brillé. Donc on a participé à des Coupes du Monde, la deuxième Coupe du Monde de football, les sélections nationales en basket, handball aussi. Voilà, handball aussi. Vraiment, il y a eu de très très bons résultats. Donc le sport marche au Sénégal. Bon, on ne va pas dire que le sport marche, mais parce qu'il y a plein de choses à faire encore. Il y a eu des efforts du régime concernant les infrastructures, mais on voit aujourd'hui que dans le département de Dakar, il n'y a pas de stade à part... déjà là, c'est un gros point noir. Voilà, donc c'est un gros problème. Et il y a plein d'autres stades à l'intérieur du pays qui ne sont pas aux normes. Et donc de ce point de vue, il y a encore des chantiers énormes. Mais je pense que Matar Ba, quand même, comme ministre des Sports, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Hubert qui l'annonce. Vous, Abdoulaye Matar Ba, ministre des Sports, qu'est-ce qui a vraiment plaidé pour sa reconduction, si on parle à part la politique? Parce que quand même, c'est vrai que si on rentre dans ces considérations-là, dans son terroir, il a largement gagné, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais quand même, son bilan sportif, je sais pas, les relations qu'il a avec le monde du sport, les acteurs, est-ce que tous ces facteurs-là ont joué? Ouais, je crois que, je réponds, mais tu as déjà donné pratiquement toutes les réponses. On va commencer d'abord ce que Hubert a dit, mais il y a des résultats effectivement qui plaident en sa faveur. Moi, j'ai eu la chance de participer à un conseil interministériel, c'était en perspective de la Coupe du Monde, où le Sénégal devait établir un village olympique, un village au niveau de Moscou. J'avais entendu le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, s'adressant à Matar Ba, il lui disait c'est le totem de la République. Donc il a aussi la baraka, il a beaucoup de chance. En termes de longévité, je crois que depuis 2000, Hubert peut peut-être me contredire parce qu'il est plus, lui, dans un journal spécialisé, moi je suis généraliste. Je crois que depuis 2000, c'est le ministre qui a le plus duré au sein de ce département-là, qui broie des gens à n'en plus finir. Sous Wade, quand même, je crois qu'il y en a eu 9 qui sont passés. Sous Macky Sall, il est le 3e. Et jusque-là, depuis 2014 jusqu'à maintenant, ça fait quand même 5 ans. Donc la continuité sur certaines choses, c'est aussi important, parce que si tu changes, on a des chances. On vient de parler tout à l'heure de la remise du drapeau lui-même qui va le faire, je crois que c'est mercredi prochain. Et ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde de basketball féminin, avec la Coupe du Monde de football, avec les petites catégories en ce qui concerne le football, mais surtout aussi au niveau du mouvement sportif. Moi, je crois que sur ce plan-là, c'est là qu'il a marqué un très grand coup. Parce que le sport, quoi qu'on puisse dire, dans ce pays-là, c'est l'un des secteurs qui est le plus difficile à gérer. C'est le secteur le plus difficile à gérer. Vous regardez ce qu'il a fait au niveau de la lutte, réussir quand même à faire mettre tout le monde d'accord pour qu'on mette en place ce CNG-là. Et d'ailleurs, même les journalistes, nous, de l'ANPS, ils nous ont contactés pour demander de désigner un responsable. Quelque part, c'est pas ça son fort, puisque c'est un monsieur quand même qui va chez les effectivement, gens, il est disponible, voilà. Il est disponible, il est humble,
Ce n'est pas de la laudation, mais c'est la vérité, c'est ce que l'on constate, il est très ouvert. C'est ce que l'on voit tout le temps. Il fait preuve de beaucoup d'humilité. D'ailleurs, Malal disait tout à l'heure en off comment il a pu le décrocher. Il a des relations avec pratiquement tous les gens qui s'activent au niveau du sport. Mais quand s'il faut taper fort aussi, il le fait. C'est-à-dire que nonobstant qu'il soit quelqu'un qui est très ouvert, mais quand il faut taper, il le fait. Parce que tout le monde se souvient aujourd'hui de sa sortie contre Adidas. Tout le monde se souvient de sa sortie avec l'équipe nationale de basketball. Quand il est venu dire ce que vous voyez dans votre club, il ne faut pas s'attendre à ce que le Sénégal vous le donne. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des priorités partout, nous ne pouvons donner que ce dont nous disposons. Donc ça aussi, je crois que sur ce plan-là quand même, il a véritablement su fédérer beaucoup de gens et aussi surtout sa relation aussi avec le comité national olympique qui est la fédération des fédérations. On le voit à chaque fois qu'il y a une activité, le comité national olympique est impliqué au plus haut plan, au plus haut rang. Il a de très bonnes relations, surtout avec le football, parce que qui s'y frotte, s'y pique. Il sait faire le distinguo, la part qui lui revient, la part qui revient de l'État et ce qui revient aux fédéraux. S'il y a des difficultés financières, c'est pour cette raison souvent que vous voyez la fédération qui préfinance certaines activités et compte tenu des lourdeurs administratives liées à décaissement de l'argent que l'État après rembourse après. Tout ça là, c'est tellement huilé et qui fait aujourd'hui que bon, peut-être que le président de la République a jugé nécessaire de le laisser last but not least, ce qui s'est passé aussi avec les Jeux Olympiques de la jeunesse, quoi qu'on puisse dire, ça marque encore son empreinte. On va aborder ce dossier tout à l'heure. Aïdara, oui. Vas-y. Voilà, je pense que bon, je vais peut-être aller un peu au-delà de ce qu'ils ont développé. Parce que je pense que le lien social, on est convaincu que c'est une personne humble qui est vraiment ouverte. Et même il y a des opposants, des régimes qui l'ont plébiscité. Donc à partir de ce moment, on peut se dire aisément qu'il est en train de travailler. Mais je pense que c'est de façon stratégique qu'il va falloir qu'on essaie de revoir ce que le ministère des Sports devra mettre en place. Parce qu'actuellement, il est en train de travailler, peut-être, on est d'accord là-dessus, mais il y a des choses prioritaires qu'il faudra revoir. La question des infrastructures... Voilà, on ne faut pas empiéter sur le débat. Juste une dernière question avant de revenir à ça. Hubert, quand même, on se souvient de ce drame du stade de Demba Diop qui aurait pu l'emporter. Oui. Bon, ça ramène à l'esprit ce qui s'est passé également à Ngalandou Diouf. Jusqu'à présent, la tribune tout n'est pas rose, loin. Donc, on a bloqué l'accès à la tribune découverte par crainte d'avoir une nouvelle catastrophe qui aurait été dommageable pour non seulement Matarba, mais pour le régime. Donc ils ont fermé jusqu'à présent, ce n'est pas ouvert au public. Je pense que c'est un point noir. Bon, on ne peut pas lui imputer ça. Oui, mais Demba Diop, cette tribune qui tombe au lendemain d'une réflexion qui a coûté beaucoup d'argent quand même. Là, on se disait que la responsabilité du ministère des Sports, quelque part, était engagée. Si et seulement si cette mur qui s'est effondré, parce que tout simplement on a cherché des supporters qui se sont rués sur un mur pour le pousser, effectivement avait été réfectionné. Si je ne m'abuse, ça ne faisait pas partie, c'était la pelouse. Voilà, c'était la pelouse. C'était la tribune officielle, c'était les vestiaires et le salon de grilles. Oui, après, l'entrepreneur a pris sur lui d'aller mettre la peinture, de rafistoler un peu les virages et la tribune de mais le mur n'était pas en bon état. Oui, mais ça ne faisait pas partie du plan de réhabilitation. Et ça devait faire partie du plan, justement. Ça a été validé et ouvert au public. Donc, moi, je pense que ce n'est pas saugrenu ce qu'il vient de relever. De manière générale, les réfections de nos stades coûtent cher. Voilà, nous ont coûté beaucoup d'argent. Et au final, il n'y a pas le résultat escompté. Donc on réfectionne un stade et au bout de quelques temps, on voit que la pelouse est dégradée, les vestiaires allaient au stade de Rufisque. Déjà, ça commence à présenter. J'y étais le samedi pour un match de National 1, mais le stade commence à présenter des signes de vétusté alors qu'il a été
réflexionné il n'y a pas longtemps. Et justement, sur cette question, on va suivre les explications de Mathieu Chupin. C'est à propos du stade Léopold Sédar Senghor qui a suscité beaucoup de polémiques après la dernière sortie du Sénégal avec une pelouse indigne. Mathieu Chupin, le président de Dakar Sacré-Cœur, n'est pas étonné de cette situation et soutient que le budget du stade ne suffit même pas pour l'entretien de la pelouse. Je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Ndiaye et Hamza Diallo. Effectivement, très surpris, mais nous moins en tant que président de club, il est évident qu'on joue nous dans ce stade de Léopold Sédar Senghor et on sait que depuis plusieurs mois il est dans un très mauvais état. C'est un problème plus général, c'est un problème d'abord de prise de conscience de ce qu'est le sport au XXIe siècle, à savoir une industrie. Et dans notre pays, au Sénégal, on n'a pas compris ça encore. Alors après, effectivement, si on descend progressivement les problématiques une à une, on arrive à des problématiques techniques, etc. Mais je vais démarrer par un élément très simple. Le budget du stade Léopold Sédar Senghor, qui est de l'ordre, je crois, entre 60 et 70 millions de francs CFA par an. Ce budget, si on voulait vraiment travailler correctement pour avoir une pelouse digne des stades que l'on voit dans les meilleurs championnats du monde, ce budget ne suffirait pas. Il ne suffirait pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut mobiliser de l'expertise en matière de ressources humaines qu'on n'a pas forcément ici dans le pays. Des gens qu'on doit faire venir pour que ces gens-là forment des techniciens locaux à cette spécificité d'une pelouse de terrain de football. Et ensuite, il y a une multitude de problématiques qui font que le budget actuel global du stade Léopold Sédar Senghor ne suffirait pas pour entretenir une pelouse toute l'année, une pelouse d'un stade national digne de ce nom. Voilà, ce qui nous permet de parler, Abdoulaye, des chantiers qui attendent le ministre des Sports. Déjà, le stade Léopold Sédar Senghor figure en bonne partie et il a même annoncé sa réflexion à coups de milliards, mais quand même, on espère que ça va être une vraie réflexion parce qu'il y a même certains qui préconisent de tout détruire et de reconstruire à la place. Ça va être réhabilité. Effectivement, le ministre a annoncé ça sur différents plateaux, et différents journaux aussi. Ça, c'est une chose. Quand même, il faut rappeler que ce stade-là a été construit en 1985 en perspective de la CAN, la seule que nous avons accueillie ici en 1992. Donc c'est pourquoi c'est important aussi que c'est sous ce régime-là qu'on a eu un stade, même s'il est de basketball au niveau de Diamniadio. Le président de la République a donné rendez-vous aussi à la jeunesse de son pays en décembre, je crois que c'est en janvier 2020, pour le stade du Sénégal, qui doit aussi être érigé à Diamniadio en perspective des Jeux Olympiques 2022. Mais l'un dans l'autre, moi ce que je retiens dans cette affaire-là, c'est que le principal chantier aujourd'hui de l'État, donc qui a renouvelé encore, dont le chef de l'État a renouvelé encore sa confiance à Matarba, ce sont les infrastructures et la formation des cadres. Ça c'est important parce que ce qui s'est passé à Thiès, moi je le loue, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, il faut qu'on mette un terme à cette terminologie. Les Lions du Sénégal, il faut qu'on sache que ce sont des Lions du Sénégal et non des Lions de Dakar. Je shade souvent en le disant. Parce que 1976, on a eu à jouer à Kaolack. 1995, on a eu à jouer à Ziguinchor. En 2019, nous avons joué à Thiès. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, mais quand même, on retiendra qu'on a joué à Thiès. Il faut continuer. Je vois que les gars de Sédhiou auront ce droit-là. Je pense que Ziguinchor aura ce droit. Matam, Kolda, partout. Il va falloir que l'État mette en disposition des infrastructures. Parce que c'est ça la vocation encore de l'État. Il n'appartient pas aux fédéraux ou autres de construire des infrastructures sportives. C'est l'État. Faire en sorte que chaque région, si les 14, puisse au moins disposer d'un stade de 25 000 ou bien de 15 000 places. Moi, maintenant ce qui se passe avec les Léopold Sédar Senghor, je crois que c'est acté. Il va falloir, ils vont fermer et refaire les Léopold Sédar Senghor. Nous, journalistes, à chaque fois qu'il y a un match de football, après, quand vous allez à la zone presse, la conférence, si vous êtes des radios ou bien des télévisions, le son, ce n'est même pas sérieux qu'on puisse le mettre au niveau des radios pour que les gens écoutent. Ça, quand même, c'est la configuration architecturale. Ce n'est pas les régimes qui se sont succédés. Même dans les configurations aujourd'hui des stades, si vous regardez très bien, vous voyagez beaucoup, vous savez très bien qu'on tient même en considération les handicapés.
parce qu'on met les histoires de droits de l'homme partout. Même les handicapés, il va falloir les trouver un passage, pas des escaliers, mais il fait des passages pour les handicapés, pour les personnes à mobilité en tout cas réduite, pour qu'ils puissent passer. C'est ça aujourd'hui la norme. Et qu'on arrête tous les gens qui viennent vendre les gargotes au sein des stades. Il faut que ça puisse être fructifié et commercialisé avec des boutiques à l'intérieur. Je pense qu'ils ont déjà l'exemple Dakar Arena. Ils peuvent voilà, effectivement, tout le monde aujourd'hui est satisfait de ce qui se passe avec Dakar Arena. Il faut quand même multiplier ça au niveau des Vous êtes en train de développer sur cette histoire d'infrastructure-là. Il en faut, mais il en faut de très bons. Oui, je pense que ce débat-là, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Tout le temps, les Sénégalais se sont interrogés sur cette question des infrastructures. Mais cela nécessite quand même une politique très stratégique qui sera quand même basée sur, en tout cas, une bonne dynamique avec des suivis et évaluations. Parce que le problème de l'entretien des stades, quand on parle de réhabilitation, alors qu'une fois qu'on a par exemple un stade qui est bien en place, on a même des difficultés pour avoir un personnel qui sera chargé véritablement de régler les questions de pelouse, les questions de vestiaire, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc je pense qu'à partir de ce moment, on ne peut pas aller de l'avant. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on, par exemple, réfectionne. Moi, le mot réfectionner, c'est ce mot-là qui me dérange. Moi, je préfère, même si c'est à long terme, qu'on puisse donc se départir de ces stades qui sont déjà... Oui, mais ça dépend. Réflexionner, ça dépend. Par exemple, si tu prends l'exemple du Camp Nou, c'est un vieux stade, le stade de Barcelone, mais qui a été réfectionné. Oui, mais il faut le faire bien. Quel genre de réflexion, voilà. Tu appelles le vieux stade. Et puis quel genre de réflexion même. Quel genre de réflexion. Les histoires de couvertes, découvertes, tout ça là, c'est des has-been maintenant. Non, même si on doit réflexionner, on doit le faire avec tout ce qu'il faut en tout cas en termes d'expérience, en termes de qualité. C'est ça le problème. Parce que les stades, voilà, le stade de Pikine a été réfectionné, n'est-ce pas? Le stade de Mbao a été... Mais c'est des stades, actuellement tu pars là-bas, mais tu te rends compte que... Mais tu ne les reconnais pas. Les pelouses sont dégradées. Et voilà, et les conséquences sont là. On ne peut pas compétir au niveau continental. On peut pas s'en sortir. Mais il pose une bonne question, mais c'est l'entretien. C'est-à-dire la gestion. On se rappelle, il faut qu'on l'externalise et que l'État se désengage. Sur ce plan-là aussi, on peut trouver quand même des privés qui sont capables de... qui seront chargés de gérer tout ça. Sinon, si on ne le fait pas, et puis bonjour les dégâts. On va toujours et je pense que nous aussi, nous sommes responsables. Je me rappelle de notre voyage à Praia, un petit stade, presque comme Demba Diop, mais c'est tellement propre, tellement bien entretenu, convivial. Et je pense que le problème, des fois aussi, c'est nous. On nous construit des infrastructures et après, vous le bordel. Vous le retrouvez dans le discours même du chef de l'État, parce que cette affaire de Sénégalais-là, c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas... de manière générale. Affaire de Kiungour, Al-Ngour, mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut sanctionner. C'est-à-dire, quand on est dans ce genre de difficultés, mais il faut mettre en place des sanctions adéquates. Mais au Sénégal, c'est que les gens qui sont responsables, finalement, ils ne sont jamais sanctionnés. Du coup, on ne peut pas, donc, dans le long terme, construire quelque chose. Quand on met, en tout cas, une infrastructure d'ordre public, il faut mettre à côté des sanctions qui seront valables pour tout le monde. À partir de ce moment, ça va nous permettre de les préserver. Mais donc, les Sénégalais n'ont pas la même hauteur de compréhension, en tout cas. Moi, j'ai vu à Thiès la police mener un combat que j'ai salué, le fait d'interdire aux fumeurs de fumer leurs cigarettes dans les rangs, ou parmi les gens qui étaient venus. Ensuite, la loi l'interdit. Ensuite, j'ai vu ce qui est interdit tellement nombreux. Au stade, les gens fumaient partout comme ça, sans gêne. Ensuite, j'ai vu qu'ils ont mis en place un dispositif pour empêcher les vendeurs à la sauvette de passer entre les rangs pour aller vendre des bouteilles d'eau, des canettes. Parce que ça ne se fait pas. Maintenant, on parle de réhabilitation. L'État du Sénégal aussi ne peut pas prendre son 100 milliards ou 200 milliards pour aller construire des stades. Moi, je pense qu'il va falloir y aller étape par étape. On a deux stades qui sont au cœur du dispositif à Dakar. Léopold Senghor et Demba Diop. Demba Diop qui ne fonctionne pas. Oui, mais il faudrait que les sportifs aussi acceptent que l'État ferme, qu'on confie ça à des entrepreneurs qualifiés, capables, en un temps record, de faire le travail, de nous donner un stade où l'on ne verra plus des gens s'asseoir sur du ciment. Et que l'on éduque les gens qui viennent au stade pour leur dire que le stade là, même si vous êtes fâché, il ne faut pas casser. Si vous cassez, vous irez en prison. Parce que vous voyez les gens, ils vont au Camp Nou, ils payent 65, 170, 100 euros pour aller voir un match. Le Barça est battu au Camp Nou, tu ne verras jamais un supporter du Barça, aussi énervé qu'il puisse être, casser un siège au Camp Nou. Il va déverser sa colère autre part.
Mais ça, c'est une question d'éducation. Je pense qu'il va falloir que l'on revoie la forme du Sénégalais. Le problème principal du Sénégalais, c'est l'indiscipline. Ok. Voilà. À côté de ces histoires d'infrastructures, il y a également les Jeux olympiques de la jeunesse qui se profilent à l'horizon. Et de ce côté-là également, je pense que le ministère des Sports a un rôle importantissime à jouer. Ouais, moi, je pense que c'est son principal challenge pour ce quinquennat-là. Les JOJ qui vont se dérouler pour la première fois en Afrique. Et on a l'insigne honneur de le recevoir ici, de les recevoir à Dakar. Je pense que Matarba en fera peut-être le point focal de ce quinquennat-là pour le sport. Et je pense que c'est déjà en branle. Donc c'est déjà un point très positif qu'on nous ait fait confiance. Je crois que le président Thiam il est bien impliqué dans le dossier. Voilà, donc, il pourra peut-être nous informer de ce qui s'était passé à Buenos Aires et ce que nous devons faire pour avoir une grande réussite des JOJ. Et justement, pour une grande réussite, il va falloir des infrastructures. Il y a déjà le stade olympique qui est annoncé, mais quand même, il en faudra d'autres. Ouais. Oui, en fait, ce qui a été retenu, en tout cas ce qui se trouve dans le cahier de charges qui a été remis au CIO et qui a été approuvé par acclamation debout devant le premier des Sénégalais, le chef de l'État, Macky Sall, c'est que quand même, il y a Iba Mar Diop qui va être utilisé. Il y a le parcours olympique là qui va être utilisé. La corniche, là où il y a le tennis. Il y a la piscine olympique de Dakar. Elle est toujours... Non, ça va être, bien sûr, ça va être rénové. En fait, je vous parle des chantiers qui vont être rénovés. Maintenant, il y a le stade qui va être construit. Mais il y a Sali pour les activités nautiques, ce qui concerne ça, et Diamniadio. Et il y a aussi l'université Ahmadou Mokhtar Mbow qui va abriter l'ensemble donc des jeunes, parce que ce sont des jeunes de 15 à 18 ans. Ce n'est pas les Jeux olympiques d'été, c'est des JOJ. Et qui parle de JOJ aussi, il n'y a pas que le sport. Il y a la culture, il y a l'éducation. C'est extrêmement important, c'est d'autant plus important, c'est la première fois quand même que ça se passe en Afrique. Donc je crois que quand même, sur ce plan-là, le Sénégal a marqué un très grand coup. Il y a un travail aussi à faire côté sportif. C'est vrai que c'est des jeunes, c'est le Sénégal qui organise, mais le Sénégal n'y va pas en touriste. Ils vont faire la compétition comme les autres, donc ce qui veut dire que déjà, il va falloir mettre en place des politiques de préparation avec les jeunes, et cela doit se faire en concomitance avec les différentes fédérations. Moi, c'est tout le mal que nous souhaitons que les Sénégalais puissent remporter des médailles. Mais à mon humble avis, je crois que le principal challenge aujourd'hui du Sénégal, c'est le défi d'abord de l'organisation. Mais quand même, le défi sportif à relever aussi. Oui, d'accord, parce que quand même, n'oublions pas que c'est l'une des plus grosses manifestations sportives, excepté bien sûr la Coupe du Monde que l'Afrique a organisée pour la première fois, et qui, ça m'étonnerait que ça puisse revenir ici d'ici encore 30-40 ans, en Afrique du Sud, en 2010. C'est la plus grosse activité sportive qui va être organisée dans notre pays. Et je me souviens très bien qu'il y a eu tous les pays qui avaient candidaté avaient finalement pris l'affaire comme étant une affaire africaine. L'ensemble des pays qui étaient candidats, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Botswana, que ce soit le Nigeria, ils étaient tous prêts à accompagner le Sénégal. Même la France, en perspective des Jeux olympiques de 2024, est prête à accompagner aussi le Sénégal dans cette perspective-là. Moi, je crois que d'abord, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Mais la première des choses, d'abord, c'est une occasion rêvée, par exemple. Effectivement, non, je termine juste là. Je termine juste sur ce plan-là, parce que quand même, il faut qu'on montre à l'opinion internationale que nous sommes capables d'organiser. Nous sommes capables d'abord d'organiser. L'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde et elle a été sortie dès le premier tour. Ce qu'on retient, ce n'est pas ça. Ce qu'on retient, c'est que l'Afrique du Sud a été capable de montrer ce que l'Allemagne a fait. Nous pouvons le faire.
Ce que l'Argentine a fait, Buenos Aires a fait, Dakar est capable de le faire. Ouais, mais la bataille d'abord, je ne suis pas en train de dire que le volet sportif ne nous intéresse pas, mais je dis d'abord, il ne faut pas qu'on se trompe. Le premier challenge, il est d'abord l'organisation. Il faut que les gens soient beaucoup plus disciplinés, rendons nos villes très propres, dotons-nous des infrastructures adéquates qui sont, parce que nous allons accueillir ici environ plus de 200 nationalités. C'est extrêmement important. Maintenant, l'autre aspect, c'est le comité olympique, l'État du Sénégal qui vont essayer de mettre en place un plan d'ici 2024 pour permettre à des jeunes d'être performants. 2022. On dit souvent que pour gagner une médaille olympique, il faut le préparer sur 8 ans, voire même 12 ans. Ça, c'est les grands jeux. Mais je pense mais quand même, il faut commencer par les petits. Mais je pense que déjà les bases de la préparation sont jetées, parce qu'on se souvient que le ministère avait donné à certaines fédérations une enveloppe de 50 millions, dont la fédération d'athlétisme, le handball, le football, le basket, pour aller faire de la détection et l'encadrement des jeunes, d'où le centre qui a été créé à Fatick, dont Salam Lam, qui est à Génération Foot, a été le directeur avant de quitter. Donc je pense que maintenant, il faut suivre cela et injecter beaucoup plus de moyens pour aller encadrer d'autres disciplines comme les karatés ou autres arts martiaux, afin d'avoir des jeunes capables de nous défendre dignement. Un dernier mot sur je pense qu'il faut le souligner, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des fédérations qui étaient presque mortes. Voilà. Mais à travers cette occasion, je pense qu'ils pourront se ressaisir, revenir en force. Il l'a dit. Donc le volet, lui il a un peu parlé du volet organisationnel. C'est important quelque part, mais aussi quand on organise une activité sportive, il faut gagner. Parce que quand on gagne, ça augmente donc notre visibilité diplomatique aussi. Donc il y aura une attirance par rapport aux bailleurs de fonds, etc. Mais ça, il faut au moins à l'issue des compétitions être au devant. Mais je pense qu'il faut une préparation quand même assez correcte. Et pour cela, il faut quand même débuter à travers une très bonne sensibilisation. Parce que les populations lambda, est-ce qu'elles sont au courant effectivement de ce qui va se passer en 2022? Peut-être nous qui tournons autour des activités sportives, on est informés. Mais est-ce que les citoyens qui sont en profondeur du pays et qui devront venir participer, est-ce qu'elles sont informées en temps réel? Donc ça, je pense qu'il faut mettre en place une stratégie d'information qui sera une stratégie nationale. Alors pour cela, faites confiance à nos amis. Alors attention, encore une fois, ça c'est une histoire du ministère des Sports et du comité national olympique. Pour le moment, vous êtes le président des journalistes. Certainement, vous êtes dedans. Merci les amis. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Sport à la Une. On va vous accompagner avec du basketball, le Malal Junior. Il y a eu ce week-end l'Assemblée Générale d'information de la FSB. Ça s'est tenu sur la VDN à Dakar avec la présentation des différents rapports. Une assemblée générale marquée par des tensions le matin, puis les acteurs se sont retrouvés pour valider tous les rapports et préparer la prochaine assemblée générale élective prévue au mois de juin. À la fin des travaux, le président Maître Babacar Ndiaye s'est confié au micro de Amadou Ba. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que tous les rapports ont été adoptés à des majorités écrasantes. Parce que le rapport d'activité a été adopté, il y a eu 3 voix contre. C'est la même chose également pour le rapport financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la famille du basket a décidé de soutenir la fédération dans le travail qu'il a accompli durant la saison écoulée. Et c'est important. Maintenant, je félicite tout le monde, je remercie toute la famille du basket d'être venue présent pour cette journée importante pour le développement, pour la suite de notre basket, parce que nous sommes à presque 3 mois de la tenue de l'Assemblée générale élective. Donc il était tout à fait normal qu'on se retrouve. J'en appelle toujours à la sérénité, parce que les élections vont passer et nous allons rester ensemble, continuer à avoir des relations. C'est pourquoi, même si au départ il y a eu de la passion, à la fin les choses se sont calmées et les travaux se sont déroulés normalement. Il est ressorti maintenant des débats de l'Assemblée générale, parce que c'est le comité directeur qui est compétent pour convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur les textes. Le comité directeur par 2/3 des membres composant le comité directeur. Donc ils ont donné mandat au président de la fédération de convoquer le comité directeur, voilà, pour statuer sur l'opportunité ou pas.
en taekwondo à présent avec la 24e édition de la Coupe de son Excellence l'ambassadeur de la Corée au Sénégal. Plus de 400 athlètes ont participé à ce grand rendez-vous du taekwondo. On écoute justement le président de la fédération et l'ambassadeur interrogé par Mamadou Ndiaye avec des images de Off-Bay. Je suis très ravi d'être ici. En fait, c'est un grand plaisir pour l'ambassade d'organiser cette édition, c'est-à-dire 24e édition de Coupe de l'ambassadeur après 6 années d'interruption. Donc je suis très ravi et c'est aussi magnifique pour nous parce que sur tout le territoire de Sénégal se trouvent 21 000 pratiquants de taekwondo. Donc c'est normal pour l'ambassade de soutenir ces pratiquants de taekwondo. Le taekwondo est une art martiale coréenne donc, qui est venue de la Corée du Sud et nous remercions son Excellence Monsieur l'ambassadeur qui a organisé cette compétition. Aujourd'hui on a 400 combattants qui sont venus en fait dans 12 ligues et ça permet aussi de l'opposition pour les athlètes pour se préparer pour les prochains championnats du monde à Manchester. Donc aujourd'hui je suis très content parce que nous avons aussi les nouveaux systèmes de combat avec les nouvelles plastrons électroniques, les nouvelles aires orthogonaux qui nous permettent en fait de se préparer pour les championnats du monde. Donc en gros je suis très content de l'organisation et nous avons vraiment de la qualité parce que nous avons présenté du combat, le PUMC, la petite catégorie pour faire la détection de 2022. En grosso modo je peux dire que je suis très content pour l'organisation de cette compétition. Justement, cet événement, c'était une occasion pour la Fédération sénégalaise de taekwondo d'honorer à titre posthume notre consoeur Marianne Siva Diop qui nous a quittés il y a juste 40 jours. Nous écoutons justement Balayé et la sœur de Marianne Siva Diop, Rokhaya Diop, au micro de Mamadou Ndiaye. Nous avons profité de cette occasion pour vraiment honorer Marianne parce qu'à titre posthume, Marianne faisait partie de la famille. Marianne faisait la promotion du taekwondo. Marianne, moi je peux dire que c'est une grande sœur pour moi. Aujourd'hui, c'est Yann Yalla Yeram Famounek et Yoko Leram Tchikaoussouf parce que on peut dire que c'est la fête en fait du sport aujourd'hui. Distinction bi ñu jox Marianne Siva mu nekk vraiment lu ñu bégal. Parce que Marianne Siva boo xoolee avant muy nekk déjà journaliste sportif dafa njëkk a nekk sportif déjà au niveau de Dakar Université Club donc fa la njëkk a nekk def fa jaloore bu ne jot na fay am ay raaya yu bëri tey am na fa ay médailles am fa yenn trophée yi wàññeeku doog a ñëw nag ci journalisme mu nekk loo xamante ne dina bay na ci waaram mu rafet loolu nag ñu sant ci gërëm si kontaan nañ ci loolu li nga xamante ne tey bu ñu toogee ba gis fédération wàññeeku waat di ko delloo njëkkan dañ ciy mën a kontaan ñuy sant ñëpp di leen gërëm di ñaan aussi suba déjà comme 40e jour Marianne la ñu ñaan kenn ku ne soo mënee fas nga yéene waale Marianne yàlla dafa ngeen ñaanal ko àjjana doon firdaw si nekk dëkkuwaayam. Repose en paix, chère Marianne. Malal, nous parlons toujours d'arts martiaux avec... Le Vovinam Viet Vo Dao avec la 4e édition du tournoi national des enfants de la discipline qui a eu lieu avec la participation de 93 jeunes pratiquants venus de 10 clubs. Donc ils se sont affrontés durant toute une journée au centre socio-culturel de Derklé et c'est Am Jong Club qui s'est imposé devant les autres formations. Cheikh Sadibou Diarra, Amadouba. De la compétitivité et un développement de la petite catégorie pour vulgariser le Vovinam Viet Vo Dao au Sénégal, c'est l'option prise par Om Douan Club, organisateur du tournoi national des enfants au centre socio-culturel de Derklé. Une centaine de jeunes pratiquants issus de 3 régions ont participé à la 4e édition de la compétition. Parce que la petite catégorie, c'est eux qui seront là demain. Donc nous devons commencer déjà à présent à les apprendre à compétir, à les apprendre à se familiariser avec le haut niveau. Nous avons eu au total 6 clubs qui ont participé, avec la région de Dakar, la région de Kaolack et la région de Thiès. Et nous avons au total 93 combattants, 93 enfants qui ont compétit. C'est plus que d'habitude. D'habitude, l'année dernière, par exemple, nous avions 6 clubs
70aine de participants. Cette année, ça s'est revu à la hausse. Ce qui explique cela, c'est le besoin que les clubs ont, surtout les enfants, de participer à des tournois. Et comme l'a dit le président tantôt, c'est le seul club, ou bien c'est la seule compétition organisée pour les enfants au niveau national. Donc c'est ça la raison pour laquelle les gens sont friands pour ça. Avec l'envergure de plus en plus marquée de ce tournoi national rehaussé par la présence d'autorités, les organisateurs ne manquent pas d'ambition. Le prolongement, c'est d'habitude, c'est plus faire de sorte qu'il y ait plus de clubs qui participent au niveau national et dans les années à venir l'étendre pour en faire un tournoi international. Amdou, un club qui a glané plusieurs médailles en filles comme en garçons, est classé premier des 6 clubs en compétition. Introduit au Sénégal en 1985, le Vovinam Vietvodao, qui s'est doté une trentaine de salles, continue de progresser et de séduire. L'enthousiasme montré par les plus jeunes en est un parfait exemple. Et puis avant d'accueillir Mamadou Ndiaye sur ce plateau, les quarts de finale de la Ligue africaine des champions, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et l'Espérance de Tunis ont pris de sérieuses options. Les Sud-Africains ont atomisé les Égyptiens d'Al Ahly à 5-0 alors que les Tunisiens sont allés s'imposer sur le terrain des Algériens de CS Constantine. Par contre, tout reste à jouer après les nuls blancs entre Oroya et de Guinée, le WAC de Casablanca, Simba FC de Tanzanie, TP Mazembe de la RD Congo. Les manches retour prévus samedi prochain. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. On démarre les buzz du web avec le raté du week-end signé un joueur du Paris Saint-Germain. Oui, son nom c'est Choupo-Moting. Il a fait le buzz mondial, l'invraisemblable raté d'Éric Maxime Choupo-Moting dimanche lors du match Paris Saint-Germain. Strasbourg a fait le tour du monde. On revient sur cette image. Well played Alves and Cuckoo! And Choupo-Moting has stopped it! Unbelievable! Choupo-Moting actually stopped that ball on the line. Just moments ago, Choupo-Moting stopping the ball on the line. It was going in. That's bizarre. Is he trying to get out of the way? I don't think he'll be getting a Christmas card from Christopher Nkunku. Dit le raté du week-end, mais je pense que c'est le raté du siècle. C'est le raté du siècle, on peut dire. On ne peut pas comprendre ce que le joueur voulait faire. Il va s'expliquer tout à l'heure, mais là... Non, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est ce que Choupo-Moting au PSG. Bon, il y a pour certains vraiment, spécialistes. moi, des fois, quand je vois le PSG recruter, je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Pour certains spécialistes, il n'a pas sa place dans l'équipe. Bon, peut-être c'est trop dire. En tout cas, il faut être Choupo-Moting pour arrêter ça. Il a fait venir et ce raté a laissé sans voix dans certains Mbappé. Et certains Mbappé, et même surtout les tweeters, buteurs. Pourtant, il a marqué dès la 13e minute, mais il rate l'immanquable. On retrouve la réaction de Mbappé. Christopher Nkunku. Mbappe's reaction says it. Mbappe's reaction says it. Mbappe's reaction says it. C'est incroyable. Et même les internautes ont créé un slogan quand tu passes de Pelé à Choupo-Moting en une semaine. C'est vrai. C'est pour ironiser un peu. On parle du capitaine du Cameroun. Ah oui. C'est lui maintenant, le capitaine des Lions Indomptables. Oui, mais quand même. Hein. Il ne marque pas ou bien il marque peu et il bloque. Paris avait besoin de gagner pour être champion. Ah oui. Et ça aurait pu être le but de la victoire. Du titre. Ouais. Du titre. Ben voilà. Ouais. Eh bien, on va l'écouter. Il a donné sa réaction. Il s'est désolé. C'est normal. Au début, j'ai pensé que Nkunku allait me faire la passe. J'ai pensé que j'étais hors jeu. J'hésite et le ballon va sur le poteau. C'est ainsi la réaction de Choupo-Moting. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça tient la route à ce niveau de la compétition? Ah oui. Même si on est hors jeu, quand même. Faut y aller.
Il y a la VAR. Il y a la VAR. Tant que le drapeau n'est pas levé, il y a jeu. C'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est n'importe quoi. Oui, pour certains journalistes, c'est le raté du siècle. Oui. Jamais dans l'histoire du football, peut-être. En tout cas, il a été plus du courage à lui. En Colombie, Mamadou, c'est un jeune joueur décédé qui a assisté à un match dans son cercueil. Ah oui, c'est un fait inédit, c'est le foot à la vie, à la mort. Il était un jeune footballeur colombien de 17 ans, brutalement assassiné à une partie de son loisir préféré pour lui rendre hommage à ce supporter, brillant supporter de Cancuta, c'est Deportivo, c'est un club de la D1 colombienne. Les ultras du club ont souhaité qu'il assiste à une dernière fois à un match de son club préféré. Voilà. C'était incroyable en tout cas, mais ça s'est passé en Colombie. Ils ont amené le cercueil avec les joueurs. Ils ont demandé la permission à sa famille d'aller chercher son cercueil à la maison et de l'amener avec eux au stade. Voilà. Pour une dernière fois. Il faut être colombien pour le faire. Nous allons découvrir à présent le champion du monde de l'uplift, dit Iron. Iron Bibi. Oui, son vrai nom c'est Ahmed Al-Hassan Sanou. L'un des hommes les plus forts au monde. Oui, il a soulevé 220 kilos, il mesure 1m90 et 120 kilos, 63 cm de tour de bras. Il est burkinabé, il a 26 ans, il devient le champion du monde de l'uplift. From the floor to the shoulders. Bring this home, Iron Bibi. Bibi, confident back. You will need your assistance, Leeds. Raise it up. Madame, quand même, je pense que ce serait pas mal qu'il fasse son petit tour ici au Sénégal. Ici, se mesurer à champion là. Je le verrais bien affronter Bombardier. Ah oui, non, en tout cas, il fait déjà 180 kilos. Et il est costaud. C'est ça qu'on appelle vraiment une force herculienne. Ouais. Et il est jeune aussi, il a juste 26 ans. Ah ouais. Il est burkinabé. Il est burkinabé, oui. Ah, mais Burkina, c'est à côté, il peut bien venir ici. Il faut le démarcher. Ah oui, c'est un bon combat comme on a un bombardier. La vidéo bonus à présent. Oui, en cela, on termine avec cette information. Et savez-vous qu'au Togo, il y avait une mobilisation mitigée pour réclamer le départ de Claude Leroy, le sorcier blanc. Il est à la tête des éperviers du Togo depuis 2016. Il n'a pas réussi à qualifier les éperviers à la prochaine CAN. Éliminé par le Bénin le 25 mars dernier, 2 buts à 1. Oui, Claude Leroy, âgé aujourd'hui de 71 ans et champion d'Afrique en 88 avec le Cameroun. Il avait dirigé aussi l'équipe nationale du Sénégal en 92. Une seule fois? Une seule fois, oui. Mais il n'est plus sorcier. Hein. le sorcier blanc. Mais pourvu que la prochaine CAN, il y aura aussi beaucoup de coachs locaux. Beaucoup de sorciers noirs. Voilà. 11 vrais sorciers. Il y aura déjà 11 sur la liste des entraîneurs locaux qui vont diriger les clubs, les équipes africaines. Super. Pour la prochaine CAN. C'est bien. La vidéo bonus. La vidéo bonus, on termine avec cette vidéo bonus très technique. Regarde.
Là, très talentueux. Très talentueux, oui. Il est habile. Merci. Merci. Merci les amis, merci Mamadou Gaye, merci Malala. La grève. Quelle grève? Lundi prochain, pas de grève. Non. Il y aura sport à la une encore. Ah ouais. Il y aura bien sport à la une. Je pensais qu'on allait faire la grève lundi. Il ne faut surtout pas faire comme l'autre là. Comment il s'appelle? Madiop Taïla Fandao. Il a fait l'école buissonnière. Merci. Merci à tous, merci à l'équipe technique qui nous a aidés à la préparation de cette émission. À ton ami. Il est là. Je remercie aussi mon couturier du 4 avril, Mousli Couture aussi. Je le remercie. Faye, bravo, c'est une belle tenue, merci. Merci beaucoup. Merci, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.